Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 84. Salut Swan. Bonjour Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et merci infiniment pour vos messages la semaine dernière d'encouragement, de bienvenue. Voilà, donc merci d'être pour vos messages encourageants. Ça nous fait aussi très plaisir de vous retrouver. Allez, on va commencer le top 10 de la semaine avec en dixième position une entrée qui est Sagrada Artisans. Donc c'est une extension de Sagrada. Je prends des risques de ouf en disant ça ou... Hmm, je sais pas, l'avenir nous le dira. Donc oui, c'est bien une extension avec un côté legacy. Voilà. Hmm. Bon, on connaît tous l'histoire de la Sagrada Familia, dont la construction n'est toujours pas achevée. Et voilà, et donc du coup, ils ont décidé d'utiliser en gros ce fait historique pour transformer ça en campagne Legacy. Donc vous allez, comme d'habitude, ouvrir des petites enveloppes, débloquer des nouveaux éléments qui vont rajouter des mécanismes de gameplay au fur et à mesure de vos parties, que vous allez pouvoir sauvegarder et progresser ainsi. Donc vous gardez vraiment l'esprit du jeu Sagrada avec cette modification qui vous permet d'avoir un jeu évolutif. La campagne est plutôt intéressante, par contre, je trouve que l'ensemble reste assez cher, notamment le reset pack. Donc en gros, quand Ouais. vous savez, comme vous allez devoir altérer du matériel, etc. Et bien en fait, si vous voulez recommencer la campagne à zéro, maintenant aujourd'hui, on vous propose la possibilité de racheter les éléments qui sont altérés et de pouvoir recommencer à partir de zéro. Et là, 50 $, je trouve que c'est assez cher. Tu sais, j'ai C'est l'impression que assez ces cher. Reset Pack, là, c'est un petit peu, pour les jeux Legacy, c'est un peu la poule aux œufs d'or. J'ai l'impression qu'ils marchent vachement là-dessus. Parce que finalement, c'est pas si cher à refaire, c'est des stickers, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression, c'est une impression, hein, qu'ils en profitent un peu, tu vois, pour grignoter de l'argent sur le reste. Allez, neuvième place, c'est Almost Innocent, qui était, enfin, qu'on a vu la semaine dernière, donc qui est dans le monde, dans l'univers de Hidden Leaders. Donc il y a un jeu coopératif cette fois. Je sais que cette semaine, il y a eu l'apparition d'un pledge de luxe. De luxe entre guillemets, parce que ça reste très raisonnable. C'est 40 € le pledge de luxe. Vous avez quelques petits éléments en plus, voilà, pour vous faire plaisir, pour, on va dire, embellir la table. Mais ça reste, voilà, ça reste une campagne très raisonnable, très mesurée, très efficace aussi, et toujours ces beaux visuels, moi, je trouve très réussi, qui donne envie en tout cas. Clairement, c'est un univers qu'on a vraiment envie de voir se développer dans le monde du jeu de plateau. Voilà, il y a des univers comme ça qui marchent bien, celui-ci en fait partie. Et je pense que effectivement la patte graphique n'y est pas pour rien, parce que finalement, on va dire que le lore est pas extrêmement développé. Enfin, il y a deux trois petites bribes à droite à gauche, mais vraiment tout se fait par le visuel. Et là-dessus, ils ont vraiment très très bien joué. Alors, huitième position, c'est Kinfire Chronicles. Il reste pas beaucoup de jours, il va se finir ce week-end, donc voilà, on l'a quand même mis pour cette semaine. J'oublie depuis le début de dire les euros et les contributeurs, mais je vais le faire à partir de maintenant, c'est pas grave. 235 000 euros, 1788 contributeurs. C'est un premier projet, hein. Donc c'est plutôt mission réussie, hein, pour ce jeu, on va dire, narratif avec beaucoup, beaucoup de cartes extrêmement bien rangées, puisqu'ils appuient vachement là-dessus, que c'est une boîte très pratique, que la mise en place est simple. Après, ça reste du jeu narratif, ancienne méthode, on va dire, hein. Il faut aller chercher la carte de l'événement, de machin. Visuel assez sobre, hein. C'est du standy. Mm. Les cartes sont pas dingues. Enfin, on voit que le jeu est fait dans une certaine économie, on va dire. Une sobriété. Bon, qui nuit pas forcément, je trouve, à l'ensemble, parce que ça donne quelque chose d'assez cohérent. Et voilà, Je, vas-y, je t'en prie, hein. je suis assez d'accord avec ça, parce qu'on a vu des jeux qui, par économie de moyens, se retrouvaient avec des visuels qui semblaient un petit peu inachevés. Ouais. Là, on sent que ils ont été sobres. Je pense que c'est aussi, plus il y a du texte, plus il y a des éléments. Ouais. En fait, finalement, cette sobriété, finalement, elle est assez ergonomique. On le voit, on a vu des jeux comme ça avec des cartes avec plein d'éléments, des machins, etc. Mais sauf que quand on doit en gérer 150, ça devient vite illisible. Et là, j'ai un peu l'impression que cette sobriété, elle est aussi au service du gameplay. Après, effectivement, c'est un choix, une direction artistique qui peut se questionner. Bon, il joue le côté un peu vieux livre. On retrouve un petit peu le style, tu sais, du studio français, là, DH Architecturat, ailleurs, mais ça fait le café. On passe à la septième position et c'est une entrée, c'est Necromold, Call to Arms Expansion and Reprint. Donc c'est une extension d'un jeu qui existe déjà, qui s'appelle Necromolds, complètement inconnu en France, hein, c'est pas sorti.
avec un concept totalement débile et totalement régressif, mais why not? Faut voir ce que ça donne en vrai. Où vous allez mouler vos personnages. C'est de la, enfin, ça, c'est, je sais pas, enfin, c'est une espèce de pâte à modeler. Vous avez les moules, donc ça vous donne un personnage et vous le mettez sur le plateau et vous allez faire la guéguerre et vous allez planter littéralement les armes dans le personnage en pâte à modeler. Et quand vous tuez un ennemi, vous l'écrasez littéralement sur le plateau. Donc voilà, il y a un côté très, on va dire, très gamin, quoi. Ou sale gosse, Hmm. d'ailleurs, ça se retrouve dans le visuel, hein, ce côté sale gosse, c'est très coloré, mais en même temps un peu punk, enfin c'est assez régressif, quoi. Donc c'est très Ameritrash hein, dans l'esprit. Et donc voilà, donc, bon, tu vois la photo du jeu déployé, c'est un peu agressif, on va dire, hein. C'est vert fluo, violet, bleu. Voilà, faut aimer, hein, c'est particulier. Faut aimer aussi le concept du jeu. Bon, est-ce qu'au bout de la 10e partie, l'intérêt de ces personnages en pâte à modeler que tu peux écraser, que tu peux un peu violenter, on va dire, est-ce que ça se perd pas finalement? Est-ce que le gameplay qu'il y a derrière est assez costaud pour prendre la relève des premières parties un peu ludiques avec ce matériau, on va dire, à voir. Voilà. Je suis un petit peu d'accord, et surtout, bon, on le sait aussi d'expérience que bon, la pâte à modeler, elle est bien les 2, 3, 4 premières fois que tu le sors, Ça mais fait surtout qu'en ça. plus là, voilà, ça sèche un petit peu, ça s'effrite, ça se mélange très facilement. Donc je me demande, voilà, dans quelle mesure, on va dire, ces visuels de figurines en pâte à modeler impeccables ne vont pas s'altérer en fait sur le plateau de jeu. Ouais, ouais. Et j'ai Après, un il y a de petit peu la. peur que. C'est maintenant, nous qui avons des enfants, on sait qu'il y a de la pâte à modeler maintenant qui sèche vachement moins. Ils ont Bien inventé sûr. d'autres procédés, donc peut-être que ça en fait partie. Tu vois. Allez, on passe au suivant. C'est en 6e. Attends, je n'ai pas dit d'ailleurs je sais pas pourquoi aujourd'hui je fais un blocage sur les chiffres. Donc Necromold, il en est à 348 000 euros, 2130 contributeurs, il reste 20 jours avant la fin. Donc c'est un vrai succès, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, 6e position, c'est Forsaken, donc le jeu narratif ambiance western, spaghetti, science-fiction, Mad Max. Il en est à 327 000 euros, 2137 contributeurs, il reste une bonne dizaine de jours. Pour rappel, c'est le premier jeu créé par la société Game Trace, donc qui est spécialisé dans les rangements de boîtes. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, donc si vous voulez approfondir la question, je vous conseille de voir le Kit Parade 83, il me semble, ou 82. Je me remets toujours dans les chiffres. Décidément, aujourd'hui, c'est pas ma journée chiffre. Donc 82. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 83. J'ai dit 84 en début d'émission, et c'est le 83 aujourd'hui. Ah là 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 là. Voilà, donc Forsaken, en tout cas, moi je trouve ça très joli. Je trouve ça toujours. Il m'attire ce jeu. Voilà, parce que j'aime bien les jeux narratifs, j'aime bien ce genre d'univers. Je trouve que la direction artistique est cool. On dirait une affiche de série B de science-fiction des années 80 ou 90. Et ça me parle, voilà. Après, c'est un gros jeu, il y a beaucoup de texte sur les cartes. Donc même moi enfin, qui n'ai pas de problème avec l'anglais, j'avoue que quand tu fais des sessions de 2-3 heures, que tu as besoin de te concentrer, que tu as beaucoup de cartes sur la table et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable quand il y a beaucoup de texte en anglais, quoi. Voilà. Mais bon, voilà, le jeu a l'air, enfin, il a de la tronche, quoi. Ouais, le seul point un peu négatif, c'est qu'effectivement, bah, comme on le disait, c'est une boîte. Enfin, tu sens qu'ils ont tout joué sur l'ergonomie, Ah bah oui. etc. Et quoi de mieux que le plastique? Et c'est Ah bah ça, vrai voilà, il y a du que. plastique. Alors oui, ouais, et c'est vrai que pour le coup, bon, tu te dis. Ouais, il y a des éléments que dans d'autres jeux on aurait très facilement trouvé en carton, Ouais, ouais, non, là, ils ont mis le etc. Et qui paquet. là, C'est pas un jeu c'est. éco-friendly, hein, ça c'est sûr. Non, clairement pas. Ah ouais, non, ils ont mis le paquet là-dessus. Mais en même temps, c'est leur marque de fabrique. Qu'est-ce que tu veux? Ils allaient pas. C'est difficile, quoi, hein. Allez, on passe à la 5e position, qui est Keyforge, et on va sur GameFound. Keyforge Winds of Exchange. Alors, Keyforge, c'est le jeu de cartes qui avait été créé par Richard Garfield, qui avait fait grand bruit à l'époque parce que chaque deck était unique. Vous aviez même un code barre derrière, enfin, comment dire, un QR code qui prouvait que c'était votre paquet parce qu'il n'y en avait pas deux pareils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des cartes qui étaient comment dire, communes à plusieurs paquets, évidemment, parce que ça c'est impossible, mais le mélange des cartes à l'intérieur était unique et donc vous ne pouviez jouer qu'avec le deck que vous aviez
acheter. Évidemment, commercialement, tu vois le truc venir. Si tu voulais plusieurs decks, il fallait acheter plusieurs boîtes. Tu pouvais pas faire des mélanges. Haha, comme ils sont malins. Mais bon, le concept était quand même rigolo. Ce deck unique, tu as un deck unique au monde. Voilà, donc Keyforge, ça avait énormément pris. Hein, ça a eu un départ fulgurant à l'époque. Et alors moi, je ne suis pas spécial de Keyforge. J'ai joué plusieurs fois. J'ai trouvé ça plutôt efficace et rigolo. Je sais que le jeu, il est un peu retombé comme un soufflé. Il y a eu des problèmes d'édition. Alors, ils ont eu des problèmes aussi avec le Covid. Il n'y a pas eu de nouveautés. Mais même, enfin voilà, le jeu, il s'est un peu auto-tué, quoi. Donc, j'étais assez surpris de voir qu'il lançait une nouvelle vague de Keyforge sur GameFound. Et en regardant de plus près, on voit que c'est un nouvel éditeur parce que avant, c'était FFG, Fantasy Flight Game, et ils ont laissé tomber. Et donc, c'est Ghost Galaxy qui a repris ça. Et c'est pas... Enfin, il y a quand même des ponts parce que c'est un ancien de Fantasy Flight Game qui a ouvert sa propre boîte d'édition et qui a dû partir avec... c'est comme les gens qui partent de leur boîte avec des fichiers clients, tu vois. Donc là, il a dû avoir un deal, j'imagine, avec Fantasy Flight Game. Il a dû reprendre l'IP, comme on dit, de Keyforge. Donc ça prouve que Fantasy Flight Game n'y croit plus du tout, sinon il l'aurait pas lâché. Et donc c'est quand même un challenge, tu vois, d'essayer de refaire vivre un jeu qui s'est un peu écrasé. Et le mec, je crois qu'il a eu raison. Hein. Je crois qu'il a eu le pif, le mec. 546 000 euros, quoi. 3043 backers, contributeurs. Et il y a encore 10 jours. Donc est-ce que c'est la grande renaissance de Keyforge? Je suis sûr qu'il y a des joueurs de Keyforge ou des ex-joueurs de Keyforge qui nous écoutent. Donc dites-nous si ça relance l'intérêt pour le jeu ou si pour vous le jeu est définitivement mort. Dites-nous un peu votre sentiment là sur ce Keyforge Reborn, on peut dire. Sur Winds of Exchange. En tant qu'ancien joueur de Keyforge, je peux te donner un peu mon avis. Je savais pas que tu jouais. J'y ai joué. T'as des decks chez toi uniques au monde alors. Ouais, tout à fait. Mais en fait, moi, ce qui a fini un peu par me dégoûter du jeu, c'est ce côté totalement, encore plus aléatoire que ne pouvait l'être Magic, etc. Parce que déjà, de base, le gameplay est aléatoire, parce que ça va vraiment dépendre de ton tirage de cartes, etc. Donc c'est assez propre au jeu de cartes. En plus, dans ce genre de jeu de deck, d'habitude, on va acheter plusieurs boosters en espérant d'avoir les bonnes cartes, etc. Sauf que là, ça va encore plus loin. En gros, c'est que tu es obligé d'acheter un deck et des fois, tu achètes un deck et le truc est quasi inutilisable. Tu te fais rouler dessus par tout le monde. Donc, tu as vraiment un facteur chance. Et finalement, tu commences par acheter. Et en fait, tu te retrouves avec des étagères remplies de bouts de papier que tu n'utiliseras plus jamais et que tu ne te vois pas trop jeter parce que, bon, quand même, ça t'a coûté 15 balles. Moi, je trouve que ça reste un modèle économique que je trouve assez douteux. Tu fais un mur dans tes toilettes. C'est ça, un mur exactement. De cartes, surtout, malheureusement, en plus, le problème, c'est que les visuels en fait, se répètent. Hein. Donc, il y aurait eu un visuel différent, ouais, on s'aurait été un papier peint particulier, mais pourquoi pas. Mais non, c'est vrai que moi, c'est ce qui avait fini un peu par avoir raison de moi. Et je pense que, de manière générale, c'est un peu ce qui a eu raison de Keyforge à la longue. C'est ce côté, tu sais pas sur quel deck tu peux tomber, et puis tu as quelqu'un un jour qui va peut-être avoir... le deck ultime, toi, il va falloir que tu en achètes 10 pour essayer d'avoir quelque chose qui puisse le contrecarrer un minimum. Il y avait un côté très déséquilibré dès le départ. Exactement. Et en plus, t'as pas la possibilité de l'améliorer, en fait. Alors oui sur le concept, c'est rigolo, mais en fait, c'est-à-dire que tu as un deck nul, c'est bon, tu peux le foutre à la poubelle, ça sert à rien, en fait. Je trouve que passer l'idée rigolote, je trouve que dans les faits, c'est pas très utile. Je pense qu'il y a un peu de nostalgie, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes avec ce jeu, l'univers est sympa. Au fur et à mesure des saisons, ils avaient rajouté des nouvelles maisons, des nouveaux combos, des cartes qui pouvaient se fusionner entre elles, etc. Il y avait des choses vraiment bien pensées, vraiment intelligentes. Mais vraiment, ce modèle économique, pour moi, était complètement à revoir. Mais c'est aussi ce qui fait l'ADN du jeu. Donc on se retrouve avec une certaine forme d'impasse, en fait, autour de cet univers. Parce que tu peux plus tout simplement dire « Ah bah non, on arrête ce truc-là », parce que dans ce cas-là, c'est plus Keyforge, c'est un autre jeu. C'est dommage. Oui, non, je suis d'accord. Mais bon, en tout cas, ça marche. 4e place, c'est notre cher Line Pirate. Je dis cher parce qu'on en avait dit beaucoup de bien la semaine dernière. The Race for the Pirate Throne. Et la grande nouveauté de la semaine, c'est qu'il y a une VF. Et merci aux copains qui nous l'ont dit dans les commentaires le lendemain même, parce que ça a été annoncé le lendemain où on a enregistré l'émission. Évidemment, donc vous avez été assez réactif, même très réactif, et vous avez tout de suite dit dans les commentaires, attention, maintenant il y a une VF. Et voilà, donc ouais, il est sympa. Je sais ce que veut dire. Je sais ce que ça veut dire, ça. Ce petit tiquement de bouche là. Oui. Parce qu'il est pas ultra cher. Enfin, il est pas ultra cher.
Il a un certain prix, hein, il a 65 euros, mais le jeu est très beau, il a l'air efficace, bonne rejouabilité, j'aime bien l'univers évidemment. Donc ouais, non, je trouve que c'est, enfin, je comprends le succès du jeu, hein, il en est à 222 000 euros, 2717 contributeurs et 14 jours avant la fin, et puis ils mènent bien leur campagne. Hein. C'est vrai que le jeu aussi, hein, moi, il me fait de l'œil. Après, le souci, c'est que je trouve que beaucoup de l'intérêt visuel se retrouve dans la version Deluxe, ce qui est souvent le cas. Mais pour le coup, je la trouve trop chère. La version Deluxe, même si je comprends complètement, je trouve le prix justifié. Mais pour moi, on est sur un budget qui ne vaut pas ça. Pour moi, ça reste un jeu d'ambiance qui n'est pas non plus un énorme jeu. Ouais. Et je trouve que dépenser plus de 90 C'est pas un euros, jeu fleuve. voilà, c'est ça. C'est un jeu mer. Voilà, c'est un jeu baie. Avant de Voilà, passer... mais bon, Oui, pardon, c'est un excuse-moi. peu non, mais voilà, c'est juste. Par contre, c'est vrai que force est de constater que voilà, toute l'ambiance ressort bien, le côté carte, tout en gardant ce côté lisible. Ouais, On c'est parlait joli, ouais. la semaine C'est dernière. bien C'est vrai pensé, que quoi. c'est vrai que le jeu est très très bien pensé. Avant de passer aux trois premiers, notre petit détour vers les nouveautés, notre sélection de nouveautés, comme d'habitude, parce qu'on ne peut pas être exhaustif, ce n'est pas possible. Je vais commencer par un jeu français qui est Spark Riders 3000, ou 3000, qui a démarré mardi dernier, je crois, ou peut-être un petit peu avant. Et ce jeu, nous l'avons essayé, et pour tout vous dire, il y a même une vidéo du Troll Savant sur la page Kickstarter. Bon, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de youtubeurs français qui ont fait des vidéos, mais on est dedans. On l'a essayé 2 fois, donc une fois avec toi, hein, et puis la vidéo avec notre camarade Mathieu. Donc c'est l'éditeur de Erune, voilà, qui était un jeu, une espèce de dungeon crawler avec une application. Donc c'est des petits jeunes français. La pêche, plein d'idées, plein d'ambitions, ils sont cool. Et là, c'est pareil, il y a une application, sauf que la thématique n'est pas du tout la même. Là, on est dans un vaisseau spatial, on a un équipage, donc ça peut se jouer solo jusqu'à, il me semble, 4. Et vous devez transporter des cargaisons précieuses, traverser l'espace, vous vous faites poursuivre par des pirates, vous avez des avaries à bord qu'il va falloir réparer, vous pouvez upgrader vos blindages, vos canons, etc. Et tout ça dans une forme de course, parce qu'il y a une application qui vous dit où placer les ennemis, ce qui se passe, machin. Et l'application réagit aussi à ce que vous avez changé. C'est-à-dire que lorsque vous upgradez les réacteurs, vous arrivez plus vite à la fin de la mission parce que vous allez plus vite. Donc c'est... Hein, je trouve que ça fonctionnait bien, quoi. Je suis d'accord. Et c'est pas parce qu'on a battu tous les records en termes de score lors de notre partie. Hein. Oui, c'est vrai qu'on je dis avait ça. fait le meilleur score. On va peut-être dépasser depuis, parce que ça fait quoi, Oui, je 2-3 pense. mois. Mais c'est vrai que le jeu était plutôt bien pensé. Donc, nous, on avait aussi utilisé, on va dire, une version bêta de l'application. Hein. On n'avait pas la version définitive. Ce qui était plutôt agréable, c'est que les créateurs, ils avaient entendu un peu les retours qu'on avait fait. Donc, non, c'est un jeu qui était très sympa à voir, effectivement, sur la durée, parce qu'il y a quand même un système de campagne, etc. Ouais. Voir un peu ce système de progression au travers le jeu, comment il est géré. Ça, c'est un point sur lequel, en fait, on peut pas vraiment avoir d'avis. Il y a aussi un mode pour le moment. arcade, hein. Il faut préciser, parce que c'est important pour les gens qui veulent pas forcément faire des missions comme ça. Il y a vraiment un jeu arcade, vous dézinguez du vaisseau pirate, il faut faire le plus haut score, en fait. Donc je trouve que c'était important qu'il y ait ce mode aussi, parce que le jeu fait forcément écho aux jeux des années 80, aux jeux vidéo des années 80. Donc c'était impossible de passer à côté de ce mode arcade. Je suis un peu surpris du démarrage, d'un démarrage aussi timide quand même pour le Ouais. jeu. 419 contributeurs, il reste 18 jours. Hein. Oui, bon, on espère le voir remonter. Bon, il mais, devrait normalement se financer ce week-end. On va être optimiste. on va être optimiste. Ouais. Et puis en plus, il y a des figurines. Ouais, les figurines pour les membres d'équipage, elles sont sympas d'ailleurs, les figurines sont assez grosses, elles ont bien leur caractère. C'est asymétrique évidemment, enfin légèrement asymétrique, c'est pas non plus une asymétrie de ouf. Chaque personnage a un petit bonus, une petite capacité spéciale on va dire. Donc évidemment l'intérêt c'est d'interagir avec les gens autour de la table pour faire les actions dans l'ordre. Toi tu me files un coup de main maintenant, comme ça je peux aller machin. Là. Voilà, c'est une gestion d'équipage devant le danger galactique. Voilà, donc c'est un jeu sympa et assez nerveux, malgré l'application. Donc on se prend bien au jeu et tu as envie d'arriver jusqu'au bout et tu te prends la tête pour que ça marche. Et voilà, en plus tu peux gagner des équipements au fur et à mesure. Voilà, moi ouais, bon, de toute façon sinon on n'aurait pas fait la vidéo, hein, si on n'avait pas aimé le jeu, faut être clair là-dessus. C'est vrai. Donc voilà. Spark Riders 3000, jetez-y un coup d'œil. En plus c'est français, c'est des jeunes. Regardez cette page. Moi je vous fais faire juste un petit détour par GameFound. Ouais. Hein.
Bon, on n'en aura pas fait beaucoup ces C'est dernières vrai. semaines. C'est pour vous parler du jeu Pueblo, donc, qui vient d'être proposé. C'est un petit jeu un petit peu de puzzle, de construction qui reprennent ces constructions en pyramide qu'on peut trouver en Amérique du Sud. Et voilà, l'objectif, ça va être de bien positionner les pions pour pouvoir scorer un maximum. C'est un jeu d'ambiance avec un côté un petit peu voilà, puzzle qui se fait assez rapidement. Pour l'instant, c'est pas un franc succès. Bon, il y a 600 backers. Le jeu a quand même été financé, hein. Il reste 23 jours, donc on a quand même le temps de voir le projet évoluer. Pas de VF annoncé pour le moment, mais bon, en 23 jours, il peut se passer encore beaucoup de choses, sachant qu'en plus, il n'y a pas énormément d'éléments à traduire. Donc pour moi, ça me semble pas impossible qu'une VF apparaisse. Et ben moi j'enchaîne avec Age of Inventors, donc sur Kickstarter. Pareil, démarrage plutôt timide, mais il y a 24 jours. Là on est dans de l'Eurogames pur et dur. Donc vous allez incarner un inventeur, prendre sa petite fiche. Donc c'est très asymétrique. Donc Einstein, Marie Curie, voilà. Et ça va être un mélange en fait de placement d'ouvriers sur un plateau commun. Donc il y a une espèce de petite course au placement, mais ça c'est de plus en plus. Une espèce de puzzle game au milieu, vous allez mettre des tuiles d'invention qui vont vous débloquer des choses, des bonus ou des actions. Et en plus des actions sur votre plateau personnel. Donc voilà, c'est un jeu assez complet d'Eurogames qui apparemment est assez serré, c'est-à-dire vous gagnez vraiment, vous pouvez gagner au point près, quoi. Donc c'est un jeu assez tendu où il va falloir se prendre la tête 3 tours à l'avance pour savoir quel combo tu peux faire. Voilà, de l'Eurogames, hein, pur et dur. Et moi je trouve la thématique intéressante. Le jeu plutôt visuellement pas désagréable. Je trouve pas ça dingue, mais je trouve pas ça désagréable. Et prix raisonnable, 49 €. Enfin, on reste encore dans le raisonnable vu le matériel. Donc voilà, donc c'est Age of Inventors sur Kickstarter. Il en est à 391 contributeurs, léger, mais bon, il est financé déjà. Très bien, moi j'enchaîne avec un petit retour sur Kickstarter d'un jeu que je vais peut-être pas trop développer parce que je pense qu'on va le retrouver très facilement dans le top 10 la semaine prochaine. Il s'agit de Rise and Fall, donc qui est un jeu de Christophe Bellinger qui a été connu notamment pour avoir fait Archipelago ou Living Planet. Donc ça va être un jeu de stratégie, de contrôle de territoire. Vous allez devoir construire vos colonies sur un plateau évolutif dans un monde fantastique. Voilà, comme il le précise dans le jeu, c'est un jeu facile à maîtriser, mais facile à jouer mais difficile à maîtriser. Donc il s'adresse à la fois à des joueurs occasionnels comme à des gros joueurs, parce qu'en fait il va y avoir une certaine diversité d'actions. Le fait que le plateau change à chaque partie fait que les stratégies à adopter on va vous pousser à vous creuser un peu les méninges. Il y aura une VF, un mode solo a priori. En tout cas, le jeu est très très beau, la direction artistique aussi. Et puis voilà, le nom du créateur est quand même plutôt rassurant parce qu'il a déjà fait ses preuves. Et puis je pense qu'on développera un peu plus la semaine prochaine, on en entendra de nouveau parler. Oui, très certainement. Voilà. Et je reconnais parmi les artistes Sabrina Tobal, je connais un petit peu, qui est super dessinatrice, super illustratrice de jeux. Donc voilà. Je vais enchaîner vite fait avec Valrock, Win the Wizard Tournament. C'est un jeu qui a déjà tenté sa chance sur Kickstarter, mais qui s'était un peu gaufré. Donc voilà, donc c'est sa seconde chance. C'est un jeu belge, je crois, mais belge-flamand, sur une espèce de compétition. C'est assez, on en voit pas mal des trucs comme ça, de compétition de magiciens. C'est un jeu d'arène hein, finalement, où vous allez utiliser de la magie. Alors, vous pouvez utiliser de la magie blanche et puis de la magie noire qui est plus puissante mais qui enlève des points de prestige. Enfin voilà, il y a un équilibre à trouver là-dedans. La page n'a pas beaucoup bougé, tu vois, je comparais les deux pages, ça n'a pas beaucoup bougé. Les visuels sont toujours aussi voilà, améliorables hein, pour être sympathique. Il y a toujours l'extension en campagne. Voilà, vous avez une extension qui vous permet de faire enchaîner les missions, de faire une campagne et qui est coopérative. Bon, je suis pas persuadé que voilà, je trouve que la page, le jeu, le visuel, tout ça, c'est un peu light pour. Ils auraient dû quand même plus réfléchir au truc avant de se relancer dedans. Il en a 82 contributeurs, voilà. Bon, on verra bien si ça s'annule ou pas. Un petit dernier pour la route. Je vais vous parler de Clinique Biohazard. Je suis un peu déçu parce que, comme je disais avant l'émission, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, est-ce que c'est une extension Resident Evil? Mais non, pas du tout. Le mec pète les plombs. L'extension Resident Evil dans Clinique. Rappelons-nous qu'ils avaient quand même fait une extension Covid-19 au moment de la pandémie.
pour justement dont les fonds ont été reversés aux différents instituts, Au laboratoire, différents. parce qu'ils en avaient bien besoin. Alors non, pour le coup, il me semblait que c'était plus sur le côté Institut Pasteur, etc. C'était plus dans vraiment la recherche qu'ils avaient investi là-dessus. Donc bon, on était à l'abri de rien. En tout cas, c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves. Hein. Il en est. Il y a déjà, je crois que c'est la sixième extension, plus une campagne, enfin bref, etc. Le jeu, il est quand t'as la collecte... Ah oui, et puis sinon, vous pouvez acheter la collecte pour 259 €, sachant que les frais de port, quel que soit le pledge que vous choisissez, les frais de port sont déjà inclus dans le prix d'achat. Et bim. Voilà, donc comme quoi, c'est faisable. Hein. C'est français, ça. C'est français, il me semble. À moins qu'il soit francophone en tout cas. En tout cas, oui, je pense. Et il est sur Tabletopia, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia. On a fait le tour de nos nouveautés. Hein. Si vous avez d'autres nouveautés, que vous avez repéré d'autres trucs, dites-le en commentaire, il n'y a pas de souci. On n'est pas exclusif, nous c'est ce qu'on a retenu, mais on a peut-être passé à côté d'autres choses. Hein. Alors les 3 premiers, est-ce que ça a changé depuis la semaine dernière? En 3e position, nous avons The Fox Experiment, qui était déjà en 3e position la semaine dernière. Donc voilà, ce jeu d'élevage et de domestication du renard, j'aurais pas parié un copec dessus, malgré que ça soit quand même l'autrice de Wingspan. Donc voilà. Gros jeu sur le CV de la dame, mais je trouve la thématique tellement bizarroïde. Je me suis dit, ça va intéresser qui? En fait, ça a intéressé 4064 contributeurs jusqu'à maintenant, et ça en est à 333 686 €. Ils sont largement dans leurs frais. Et il reste une grosse dizaine de jours, donc c'est un très beau succès. On en a parlé la semaine dernière déjà, si vous voulez un petit peu approfondir le truc, voilà. 2e place, et c'est Merchant Cove Mastercraft qui a perdu sa première place. Tiens. 475 000 €, 5491 contributeurs. Il reste 10 jours. Donc, c'est l'extension de la baie des marchands, Merchant's Cove. Donc, pareil, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Je vous conseille de voir le kit parade 82. Si je ne me plante pas, parce que je suis un peu débile aujourd'hui avec les chiffres. Pour voir les détails, où on vous explique ce qu'il y a comme extension, comment ça marche. Voilà, en tout cas, le jeu est toujours aussi beau. C'est un jeu qui est installé, qui a des fans. C'est ça, et la campagne est plutôt bien menée aussi. Hein. Elle est plutôt interactive. Les trucs se débloquent au fur et à mesure. Bon, ils mettent bien en avant les réductions si vous voulez acheter les différents éléments du jeu sur cette campagne. Il y a un mode pledge groupé. Hein. Vous pouvez vous grouper pour le pledge, vous avez des petits prix. Ça sortira en boutique. Je crois je me demande même s'ils vont pas proposer une big box, tu vois. Je crois que il y a une big box. Il y a une big box. Oui, il y a une méga box. Une méga box, voilà, c'est pour ça. On n'est plus à la big box, mec. C'est SO 2021, la big box, mec. C'est méga box maintenant. Bon, maintenant, on va peut-être découvrir quel grain de sable a bloqué le rouage de Merchant Cove. Ouais. Donc, numéro 1 cette semaine dans Kit Parade, c'est pas vraiment une surprise. Hein. C'est Dune War for Arrakis, le nouveau jeu de Cool Mini Or Not. Ça fait 4 mois qu'il nous bassine avec ça. Donc, le jeu, il est arrivé il y a 3 jours. Il en est déjà à 6000 contributeurs, il y a quasiment 1,5 million d'euros. Par contre, campagne ultra courte, hein. Il y a déjà plus que 6 jours. C'est un peu la nouvelle marque de fabrique de Cool Mini Or Not. Je crois qu'ils se sont rendus compte que quand ils faisaient des campagnes plus longues, les gens commençaient un peu à se poser des questions et à enlever leur pledge. Donc là, ils veulent frapper vite et fort. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors, pour expliquer le jeu, c'est un jeu à 2 joueurs dans lequel vous allez vous affronter. Vous avez le clan Harkonnen et le clan Atreides. Puis au milieu, il y a les Fremen quand même qui naviguent, qui sont plutôt du côté des Atreides, il me semble. Oui, pour le coup, ils ont vraiment ils ont mis aussi tout ce qui était toutes les troupes de l'empereur du côté des Harkonnen et tous les Fremen du côté des Atreides. Ah ouais, moi il me semblait que tout ce qui était empereur c'était un petit peu juste ambivalent, qu'il y avait un plateau à côté. C'est ambivalent au même titre que les Fremen, mais là on sent que c'est une vraie adaptation du premier livre avant toute chose, et donc du coup c'est vrai que c'est les alliances du premier bouquin qui sont vraiment symbolisés dans ce jeu-là, etc. Mais c'est vrai que tous ces côtés, on va dire, un peu ambivalents, très politiques en fait,
en fait, ça varie d'un ouvrage à l'autre. Donc, Ouais, bien sûr. mais c'est un petit peu, moi, ce qui me pose un peu souci, parce que j'ai des soucis avec cette campagne. Alors, on peut juste dire avant, hein, Évidemment, pour les je t'en sentiments, de dire que c'est quand même un wargame en fait, avec beaucoup de figurines. Bah, bien sûr, c'est Call Me Your Not. Donc, oui, bah, c'est sûr que t'as du matos sur la table, mais c'est pas non plus pléthorique. C'est pas un zombicide où t'as je sais pas combien d'add-ons. D'ailleurs, il y a qu'un seul pledge. Hein. Donc, c'est un jeu, on va dire, dans la sobriété. Vous pouvez aussi, je sais qu'il y a le plateau qui peut être modifié. Tu peux faire péter des montagnes pour passer. J'ai vu ça dans la bande-annonce. Donc, je trouve que c'est plutôt une belle idée. Totalement. Voilà. Alors après, moi, la question que je me pose, voilà, on va passer à nos sentiments un petit peu. Puis tu vas me répondre, parce que toi, tu es un grand fan de Dune. Moi, j'aime bien Dune, mais je suis pas... Voilà, mais c'est un peu trop politique, car... tu vois ce que je veux dire? C'est un peu trop intrigue, Oui, je intrigue vois de tout à fait. Rome. Moi, ça m'emmerde un peu, quoi. Mm. Mais l'univers est cool, hein, évidemment. Et j'aime beaucoup le film de Denis Villeneuve. D'ailleurs, il y a le film de Denis Villeneuve, le deuxième, qui est en train de se tourner. Et c'est en liaison avec ce que je voulais dire. C'est que l'univers de Dune, moi j'ai quand même un problème parce que c'est je sais pas combienième jeu de Dune qui est sorti, et donc comme il y a un deuxième épisode qui est en train de se tourner, à mon avis, vers d'autres du jeu de Dune, mais contrairement à d'autres univers, on va dire, de la pop science-fiction, j'ai l'impression on est toujours sur la planète Arrakis, c'est toujours les Harkonnen, c'est toujours les Fremen. Mais ma question c'est, qui est peut-être un peu provocatrice, c'est est-ce que Dune a assez Autre chose à raconter. d'univers pour contenter autant de jeux? Est-ce qu'on va pas à un moment donné se retrouver tout le temps avec les mêmes choses? Parce que c'est déjà un peu le cas. Tous les jeux qui sont sortis, t'es sur Arrakis, c'est les Atreides contre les Harkonnen. L'impression qu'on tourne un peu en rond. Est-ce que Dune a la possibilité d'aller autre part, un peu comme Star Wars, comme Le Seigneur des Anneaux, où tu peux... Voilà. Pour l'instant, ça ne me l'a pas prouvé. Alors, ma réponse est oui, puisque Dune est infiniment meilleur que Star Wars. Hein. L'univers de Dune est bien, bien meilleur. Ça, le c'est à débattre. Non, je pense pas que ce soit à débattre. Le mec qui ferme tout sujet. Mais en fait, le problème de Dune, c'est que beaucoup de gens en fait ne connaissent que le premier roman. Et c'est vrai que le premier roman se base beaucoup là-dessus, parce que finalement, on découvre un univers, on découvre déjà énormément de personnages, on découvre quand même 4 factions différentes. C'est des choses qui, en fait, pour un premier ouvrage, en fait, c'est énormément d'éléments. En fait. Le truc, c'est qu'effectivement, alors oui, Arrakis, donc la planète, hein, ça reste quand même le lieu principal de l'intrigue, etc. Mais l'univers de Dune, évidemment, hein, va s'élargir. Il y a d'autres factions qui vont venir rajouter leur grain de sable, etc. Mais pour ça, il faut sortir de cette espèce de barrière imposée du premier ouvrage. Je tiens juste à dire que la version de Lynch est meilleure que la version de Villeneuve. Voilà, sachez-le. Oh, bah alors là, si on commence un débat... Non, mais parce que moi, il y a des trucs bien dans les deux, il y a des défauts dans les deux. Mais Évidemment. je suis pas aussi catégorique. Le truc, c'est que là, dans ce jeu-là, donc effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, ils créent aussi leur propre visuel. Et ça, je trouve ça bien, parce que je trouve que dans les derniers jeux qui sont sortis post-film de Villeneuve, Oui. et ben, on a un peu ce souci, moi, que j'ai, c'est qu'on reprend les visuels du film, Ouais. On fait juste en dessin, et puis, Mais est-ce que c'était pas imposé voilà. par la Je boîte pense de que prod de Dune, qui était quoi? C'était Legendary, je crois. C'est Legendary, ouais, tout à fait. Mais là, du coup, ils viennent avec leur propre ambiance, etc. D'ailleurs, il y a un certain dessin qui font un petit peu hommage au travail qu'avait fait Moebius sur l'univers de Dune. Donc ça, c'est Moebius, plutôt agréable. L'éternel, l'immortel. C'est ça. L'immense. Mais voilà, j'ai un peu l'impression que... Alors, soit c'est parce qu'ils se réservent des grosses cartouches sur la fin, etc. Soit j'ai un peu l'impression que l'univers est pas tellement maîtrisé, en fait, dans le jeu. C'est comme je le disais en amont, donc... Exemple, le personnage principal des romans est à l'heure actuelle pas présent dans le jeu. Et je trouve ça assez bizarre. Alors les gens qui connaissent un peu Dune, comme moi, qui sont pas des experts, il faut te dire, c'est Paul Atreides, le personnage principal. Sauf que Paul Atreides, oui, c'est le personnage, on va dire, un peu essentiel des 2 premiers romans. Mais ensuite, finalement, il devient secondaire et il devient même absent des derniers ouvrages qui se passent presque 10 000 ans après la première histoire. Mais par contre, il y a un personnage qui est récurrent, qui est celui de Duncan Idaho, qui pour le moment n'est pas présent dans les figurines, même dans les stretch goals débloqués. Alors peut-être qu'il se débloquera à la fin, mais on sent qu'il va être vraiment traité comme un personnage secondaire, ce qui
est un peu Gênant étrange. pour toi. Voilà. Après, je te rejoins un petit peu. Je trouve ça un petit peu manichéen de se dire ah bah c'est les Harkonnen et l'Empire contre les Fremen et les Atreides. Prête pas tellement de ces, on va dire, ces unions de fortune. Parce que bon, les Atreides, ils ont aussi ce côté du gentil colonisateur, mais c'est quand même Dune, le roman est quand même très profondément anticolonialiste. Et donc, du coup, faire juste cette alliance-là, je trouve ça un petit peu réducteur. Après, c'est le concept du jeu qui veut ça. Il voulait un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, donc tu es obligé d'accentuer les. Bah, si on compare par exemple à la guerre de l'anneau, qui fait que en fait ta toute première chose que tu dois faire quand tu joues les peuples libres, c'est essayer de trouver des alliances, d'emmener toutes les différentes races sur le chemin de la guerre, et qui fait qu'au début chacun se défend un peu dans son coin, et que toi en tant que joueur tu dois tout faire pour les associer et pour pouvoir les unir, mais ça va arriver après plusieurs tours de jeu, et on est pourtant dans un jeu de wargame à 2 joueurs en fait, mais il y a, on va dire, une certaine profondeur de gameplay qui là ne ressort pas trop en fait, et alors même que c'est l'essence, comme tu le disais, c'est très politicard Dune. Vraiment. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Voilà. Et du coup, tu te dis, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une réflexion sur le gameplay, sur comment emmener ça, sachant que d'autres jeux qui ont déjà 10-20 ans l'ont fait auparavant. Et surtout que Dune, il ne faut pas l'oublier, alors plus dans l'univers du jeu vidéo, mais un petit peu aussi dans le jeu de plateau quand on voit le succès de Dune Imperium, c'est le jeu vidéo Dune a créé un genre à part entière qui est celui de ces jeux, vous savez, de stratégie où vous allez devoir jouer différentes factions, fabriquer vos trucs, d'un côté collecter les ressources et puis vous battre, une espèce de 4X, mais façon jeu vidéo. Ça, c'est l'univers de Dune a été le premier en fait à faire ça dans le monde du jeu vidéo. Et je trouve ça un peu dommage que là on se retrouve avec une espèce de version amoindrie, alors même que cet univers a beaucoup plus à offrir. C'est un peu mon regret, voilà, sur ce jeu, quand bien même je trouve que l'esthétique fonctionne, qu'il y a des mécanismes de gameplay. La galerie des figurines peintes, c'est joli. Oui, c'est super joli. Bon, après les figurines peintes, tu sais très bien que peu de chances que tu arrives à un tel résultat. Non, alors moi, les c'est plus sûr que talentueux non. d'entre nous. Voilà, et puis bon, il y a quand même les vers des sables, et les vers des sables, c'est God tier. Mais voilà, c'est vrai que bon, c'est du coup le meilleur note, quoi. C'est bien, c'est à des capacités, mais peut mieux faire. C'est un peu mon bulletin Mais il peut mieux faire par aussi défaut sur de les- scolarité. Quoi. sur le shipping, parce que encore une fois, Cominor Note a pété un plomb sur les frais de port, quoi. C'est pas le prix du jeu, donc faut pas exagérer, mais c'est monstrueusement cher. Je suis d'accord. Et en plus, t'as la TVA et t'as pas de VF. Ça fait beaucoup quand même. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de contributeurs français là-dessus. En tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator. On ne sait jamais. Vous allez peut-être tomber amoureux du truc et payer cher. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même des chances que ça sorte en boutique, tu vois, en France. Oui, un peu comme les Zombicide, mais c'est vrai que là, en tant que backers français, participer à cette campagne n'a pas beaucoup d'intérêt. Ouais, non, c'est un peu... Puis continuer à jouer à Dune Imperium, c'est très bien. Ah bah c'est très bien, oui, Dune Imperium. Mais non, ça vaut pas trop le coup. Ça va coûter beaucoup d'argent. Bon, et bien voilà, on a fait le tour. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Dune, pas Dune, Star Wars, Dune, Star Wars. Voilà. D'ailleurs, on vous invite à voter. Tiens, qui est meilleur entre Dune et Star Wars pour voir C'est tellement rien à voir, les deux univers. Si, puisque l'auteur de Star Wars est celui qui a repris... l'un des scénaristes de Star Wars a repris la suite avec le fils de Herbert. Donc, il y a quand même des ponts. Il y a des ponts. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous plaît cette semaine dans ce qu'on a évoqué. Ou pas, il y a peut-être des trucs qu'on a loupés, comme je disais. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces parce que ça aide vraiment l'émission à se placer dans les algorithmes, voilà, tout ça. Et puis, abonnez-vous si vous venez de découvrir l'émission. Et on se dit à la semaine pro. Oui, à la semaine prochaine. Salut. Salut.